Deuxième trimestre terminé, c'est l'arrivée de l'été, les cheveux s'éclaircissent et c'est l'heure du board meeting. Pour ce point de mi-année, on va aborder 3 gros sujets. Déjà, je vais te faire une update sur un élément abordé lors du dernier board meeting, à savoir la création de nouvelles offres sur un modèle récurrent. Est-ce que ça marche? Quels sont les chiffres, etc., etc. Pour rappel, sur l'année 1, on n'avait aucune offre récurrente, donc on avait un churn très élevé. On a voulu changer ça en lançant les offres des collectifs paid, SEO et content notamment. Donc voilà, ça sera le premier point. Puis, on verra justement où en est notre ambition concernant les collectifs de Bulldozer. Je veux pas spoiler, mais on a quelques grosses news à donner là-dessus. Et ensuite, il y a un sujet contenu, comment on est en train de faire évoluer notre stratégie. Tu vas voir pas mal de changements aussi à venir. Et enfin, on parlera chiffres, bien évidemment. J'espère que t'es chaud. Let's go. Yesterday, you said tomorrow, so just do it! Avant de commencer, si tu ne me connais pas, je suis Jordan, cofondateur d'un collectif de freelance spécialisé en marketing et growth qui s'appelle Bulldozer. On accompagne la croissance de nos clients en leur créant des équipes composées d'experts qui ont bossé dans des top startups. Et en 18 mois, on a accompagné plus de 100 clients, on est plus de 180, on s'apprête à faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Si tu veux qu'on accélère la croissance de ta boîte aussi bien sur des sujets growth, paid, SEO, outbound, etc., je te mets un lien en description. Ok, alors premier point de ce board meeting, les offres récurrentes. Alors, comme je l'ai dit en intro, en année 1, on a capitalisé à fond sur une offre qu'on appelle la commando. La particularité de cette offre, c'est qu'on l'a présentée comme un accompagnement de 3 mois et puis basta. On avait les ressources pour continuer d'accompagner le client, on savait ce qu'il fallait faire pour l'aider dans la durée, mais on n'avait pas les offres qui suivaient, on ne projetait pas le client dans la continuité et du coup, on le perdait un peu bêtement. Donc notre gros challenge pour 2023, c'était d'avoir des offres récurrentes pour s'assurer d'accompagner nos clients dans la durée. C'est une des raisons qui a motivé la création de Bulldozer Paid, Bulldozer Content et Bulldozer SEO notamment, puisque c'est des offres d'accompagnement qui se font assez logiquement dans la durée. Et du coup, la grande question, c'est est-ce que ça marche? Et la réponse simple est oui, ça marche, on est très content, puisqu'en effet, aussi bien sur Content, SEO que sur Paid, en juin, c'est 80K de MRR, et après 4 mois d'activité seulement, donc c'est pas rien. On a même pu revalider la pertinence de tout ça en lançant en sous-marin 2 nouvelles activités, Data et Outbound, et ça démarre plutôt fort, donc voilà. Je parlerai des chiffres dans le prochain board meeting, mais sache que si c'est des besoins que t'as, on est déjà en mesure d'y répondre, donc n'hésite surtout pas. Donc là, sur Paid, Content et SEO, si on raisonne en annualisé, on va chercher le million d'euros de CA, quand même, et surtout le churn est très faible. Pour te donner un ordre d'idée sur l'activité paid, 2 clients ont stoppé la mission et c'était parce qu'ils venaient de finaliser un recrutement en interne, donc c'est plutôt très quali. Du coup on essaie de répliquer ça sur notre offre growth et pour le moment ça marche plutôt bien, donc à suivre. Les apprentissages sur ce premier point que tu peux prendre pour toi, taf tes offres. Parfois le sujet c'est pas ce qu'on met dans l'offre, c'est la façon dont on présente son offre. Donc, pendant un an on a projeté nos clients dans une durée de mission figée dans le temps et désormais on montre qu'on est capable d'accompagner dans la durée avec des objectifs ambitieux et ça change tout. Donc retenez bien, la façon dont vous présentez vos offres, elles peuvent amener du coup des résultats qui sont très différents dans un cas comme dans un autre. Pour ce deuxième point, gros sujet, si tu suis ce qu'on fait, tu sais qu'on a lancé un collectif et qu'on a également racheté un collectif le trimestre dernier. Et donc l'idée de départ était d'avoir une maison mère Bulldozer, on va dire, qui s'occupe de toute la partie marketing, branding, etc. Puis qu'on allait avoir des filiales gérées par des duos, donc Seb et Gilles côté paid, puis Thibaut et Rémi côté SEO et content, et que ces duos allaient se partager le travail entre la génération de leads d'un côté et la gestion des opérations de l'autre. Ce qui est exactement le modèle qui a fonctionné pour Enguerrand, mon co-founder, et moi pour notre activité growth. Moi, je m'occupe de générer des leads, lui s'occupe des opérations. Et ça a très bien fonctionné pour nous, plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires la première année. Et en fait, c'est un modèle qui est parfait sur le papier. Des entrepreneurs qui développent leur business, qui s'appuient sur une marque forte pour essayer d'amplifier tout ça, qui se partagent les apprentissages avec les autres collectifs, etc., qui s'assurent d'avoir une expérience client cohérente et qui forment finalement un collectif d'entreprises en plus de former un collectif de freelance. Et puis voilà, on les aligne les uns à côté des autres. Et puis si t'en as 10 qui font 1 million d'euros de CA, bah t'as un business qui fait 10 millions d'euros de CA. Et bah oui, mais en fait c'est trop beau pour être vrai. En fait il se passe 3 choses dans la pratique. 1, il y a de la concurrence sur certains prospects. En gros sur certains prospects, le prospect il doute de l'offre la plus pertinente pour lui. Est-ce que je veux du growth ou est-ce qu'en fait il vaut mieux que je fasse du paid par exemple? Et dans ces moments-là, bah chacun veut gagner le deal et donc on se retrouve en situation où ça se fight entre les collectifs. Le deuxième problème c'est la transmission d'un collectif à un autre qui se passe mal. Un cas concret, on commence à bosser avec un client sur du growth, au bout de 3 mois on se rend compte qu'on cartonne sur du paid, pour reprendre l'exemple du paid, donc on se dit il vaut mieux que l'équipe paid prenne le relais parce que ce sera beaucoup plus logique et rentable pour le client, au moins il y aura une équipe dédiée au scaling du paid, sauf que le temps de staffing côté paid, le temps de briefer, etc., c'est des moments de flou en fait pour les équipes. Qui est-ce qui lead à ce moment-là? Est-ce que c'est les growth qui partent qui lead la transition? Est-ce que c'est les paid managers qui arrivent qui lead la transition? Et à la fin c'est les clients qui comprennent plus rien. Troisième problème, on capitalise pas sur les forces des gens. En fait en laissant chaque duo gérer sa propre génération de leads notamment, on est en train de diluer nos forces. On pourrait avoir une seule et même équipe qui permet de la génération de leads pour tout le business, mais non, nous en fait ce qu'on
qu'on fait, c'est que on met des gens qui sont une personne excellente d'un côté, une personne un peu moyenne de l'autre, et du coup, ça crée un peu un déséquilibre, et donc c'est pas ouf non plus. Donc, on est en train de complètement reconsidérer notre organisation. Je suis tombé dernièrement sur un article très intéressant que je te mets en description si ça t'intéresse, qui parle de 2 types d'organisation d'entreprise. Une en unit et une en functions. Donc l'approche unit, c'est par produit ou par service, donc ce qu'on avait imaginé au départ. Et l'approche function, c'est de centraliser des fonctions, marketing, sales, finance, etc. Et dans l'article, il est précisé que généralement l'approche unit, c'est vraiment pour des boîtes énormes, avec plusieurs produits bien distincts, etc. Genre Apple, avec les MacBooks, les iPhones, etc. Nous, on n'est pas Apple. Donc à notre niveau, ce qu'il faut, c'est identifier les forces de chacun et capitaliser sur les forces de chacun. Toi, t'es une brute en génération de lead, bah amène du lead pour tout le monde en fait. Toi, t'es une brute en expérience client, bah pilote l'expérience client de tout le monde. Ce que ça demande, c'est une cohérence suffisamment forte entre les activités pour que l'équipe marketing et commerciale, elle se perde pas et que la marque, elle soit bien identifiée. Donc aujourd'hui, par exemple, Bulldozer, nous, on est positionné sur marketing et growth. Si demain, on se met à avoir une équipe qui fait, je sais pas, du développement web, par exemple, bah naturellement, l'équipe marketing de Bulldozer, il faudra qu'elle fasse, qu'elle génère du lead pour des activités marketing et pour une activité qui n'a rien à voir. Et c'est là où en fait ça devient compliqué. Mais là, aujourd'hui, nous, on assure un peu de la cohérence au niveau des activités, donc c'est possible. Le truc, c'est que ça a de gros impacts sur le rôle des membres du collectif et sur la manière dont on travaille ensemble. Et donc ça crée naturellement des discussions qui sont pas très cool parce que ça nécessite de repositionner les gens. Pour être honnête, ça nous amène même à envisager d'avoir des salariés. Ah oui, parce que si t'as besoin de gens full-time pour gérer ton marketing, full-time pour gérer ta partie commerciale ou tes opérations, etc., bah, le freelancing, c'est à ce moment-là qu'il trouve ses limites. Pour nous, c'est une évidence que le collectif, c'est la solution idéale pour gérer les missions de nos clients. Parce que ça permet de créer des équipes sur mesure, d'avoir accès à des top talents, etc., etc. Mais pour le reste, bah voilà, on se pose des questions. C'est pas encore fait, mais au moins, t'as quelques news. Apprentissage à tirer de tout ça pour toi. Déjà, quand un plan, il semble parfait, bah recheck un peu les détails. Et surtout, prends constamment du recul sur ton organisation en interne, les rôles de chacun, etc. pour vraiment capitaliser sur les forces. Il doit pas y avoir de compromis là-dessus. C'est dans les grands groupes, en fait, qu'on fait des compromis sur les forces et les faiblesses des gens. Donc, quand t'es une boîte de la taille de Bulldozer, tu ne peux pas faire de compromis. Parce qu'en fait, le moindre degré d'erreur, il peut être fatal. Donc voilà, c'est pas facile, mais do it! On passe au 3e point, l'évolution à venir côté contenu. Alors plusieurs choses que je savais déjà mais que je vis vraiment de plein fouet depuis quelques temps. Il y a une grosse différence entre du contenu de notoriété et du contenu de crédibilité. Donc j'en avais déjà parlé dans le dernier board meeting, mais sur LinkedIn par exemple, parler de ses couilles ou de son semi-burnout, bah ça fait du reach. Mais bah ça mène pas du lead et ça génère pas de crédibilité. Donc globalement de mon côté, sur les 2 dernières années, j'avais un objectif de générer du reach tout en me crédibilisant et c'est un truc qui est pas très simple. Bon, ça a globalement bien fonctionné pour moi, j'ai gagné 40 000 abonnés sur les 2 dernières années, j'ai pu capitaliser là-dessus pour générer du lead pour Bulldozer, donc je vais pas me plaindre. Mais en fait, mon business, il a pas fait x2 avec mon audience. En fait, mon business, il a peut-être fait x 1,4 grâce à LinkedIn, alors que mon audience, elle a fait x2. Donc on voit bien que ça scale difficilement cette partie contenu. Le 2e point, c'est qu'il y a une grosse différence entre du contenu d'acquisition et du contenu d'activation. Donc du contenu qui va attirer les prospects et du contenu qui va convertir les prospects. Je te donne l'exemple de cette chaîne YouTube. Je l'ai lancée en me disant, et je l'explique dans ma mini masterclass contenu que je te mets juste ici, j'avais expliqué que mon objectif c'était de crédibiliser mes compétences avant tout. Donc je savais que j'allais pouvoir attirer des personnes via mon LinkedIn, et donc mon enjeu principal c'était la conversion. Le truc c'est que j'espérais aussi au fond en faire un média pour mon acquisition. En fait sur YouTube on peut apparaître après une recherche, il y a la recommandation, tout ça, sauf que dans la pratique côté acquisition chez moi c'est proche de 0 en fait. En revanche côté activation c'est puissant, mais dans un cas très précis, c'est quand on est en discussion déjà avec un lead. En gros quand on parle avec un prospect qui a un sujet d'outbound par exemple, il nous dit qu'il va réfléchir, qu'il va comparer, bon truc un peu normal, et là on lui dit ah by the way si tu veux savoir un peu notre manière de bosser etc, Jordan il a fait une masterclass outbound et là bah, ça crédibilise. Donc c'est vraiment de l'activation mais dirigée, c'est un taf qui se fait manuellement, c'est nous qui l'envoyons à la main à nos prospects. Et donc que faire à partir de ces observations? Déjà le premier élément c'est que si on veut scaler il va falloir qu'on teste de nouvelles choses. Si tu me suis sur LinkedIn, t'as pu voir dernièrement que j'ai testé de nouveaux formats, les anti-sèches par exemple que j'ai produit avec Alice, d'ailleurs merci à elle au passage. C'est vraiment des contenus assez techniques qui crédibilisent beaucoup, ça s'enregistre facilement et en plus coup de bol ça fait pas mal de reach, donc c'est plutôt cool. Donc là l'idée c'est vraiment de capitaliser sur ces formats-là, d'être plus dans la crédibilité que dans la notoriété sur LinkedIn, ce que je peux me permettre de faire, à mon avis, maintenant que j'ai pas loin de 50 000 followers. Je suis passé un peu de la noto à la crédibilité. Et d'ailleurs, j'en profite, si tu ne me suis pas sur LinkedIn, qu'attends-tu? Je comprends pas. Bon, ce que j'aimerais aussi, c'est que cette chaîne YouTube puisse permettre d'attirer plus de leads, par exemple, et donc finalement de basculer les approches entre LinkedIn et YouTube. Plus de crédibilité, moins de notoriété sur LinkedIn, et plus de notoriété sur YouTube. Non,
Non, finalement, on va pas faire ça. En fait, dans la première partie, je t'ai expliqué qu'il fallait savoir capitaliser sur ses forces, et puis là, sur cette partie-là, je suis en train de t'expliquer que je vais faire l'inverse de capitaliser sur mes forces. Aujourd'hui, donc, mes forces, c'est de générer de la notoriété et de la crédibilité sur LinkedIn. C'est surtout là qu'il y a mon audience. Et puis YouTube, je l'utilise principalement pour la conversion. Là, j'étais en train d'essayer de te convaincre que j'allais pouvoir faire l'inverse et que ça allait bien se passer. Non, on va pas faire ça, donc on va continuer de capitaliser sur nos forces, et donc sur le prochain trimestre, tu me verras beaucoup sur LinkedIn, et puis tu me verras faire de la vidéo plutôt technique sur YouTube, parce que c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Pourquoi changer les plans en fait? Allez, on continue. Je pense qu'un autre truc qu'il faut que je fasse évoluer, c'est le podcast. Alors, une idée, c'est peut-être combiner les deux formats. Là, j'ai Growth Stories d'un côté, Conquête de l'autre. Je suis même pas sûr, en fait, que la différence entre les deux lignes édito, elle soit bien claire. D'ailleurs, je te laisserai me dire dans les commentaires, ça peut peut-être m'aider. Mais voilà, je me dis que ça peut amener plus de clarté, avoir un rythme un peu plus soutenu sur un seul format. Et d'ailleurs, ça a un vrai impact sur les classements Spotify, Apple Podcast et tout. Donc voilà, tout ça, c'est des réflexions que j'ai. J'ai pas encore décidé, mais comme ça, tu sais un peu ce qu'il en est. Et enfin, pour finir sur le sujet du contenu, eh bien, il faut qu'on ouvre d'autres leviers. Le contenu, ça scale difficilement, ça prend beaucoup de temps, ok, très bien. Eh bien, lançons d'autres initiatives en fait. Là-dessus, on a plusieurs chantiers en cours, notamment on a la partie outbound. On a testé les lives aussi dernièrement avec Rémi, ça a plutôt bien fonctionné. Si tu l'as pas vu, j'ai mis le replay sur YouTube, je te le mets en description. Et puis on a la newsletter aussi qu'on a lancée il y a 2 mois, on approche des 1000 abonnés d'ailleurs, donc c'est très cool. Pareil, je te mets le lien dans la description. Donc voilà, entre la réorganisation, ces nouvelles initiatives, j'ai aucun doute sur le fait que ça va nous permettre de passer un nouveau cap. Ça demande du taf, mais comme d'hab, je te dirai tout ça ici à suivre. Allez, on termine par les chiffres. Sur Q2, le groupe Bulldozer, c'est 644 000 € de chiffre d'affaires. C'est donc une croissance de 44% par rapport au trimestre précédent, ce qui est honnêtement assez dingue. Après, on s'emballe pas. On sait que le 3e trimestre va être calme avec les vacances et tout. Mais bon, on a déjà accompli une étape sympa qui est d'avoir fait 1 million d'euros sur les 6 premiers mois de l'année. On est donc bien en route pour les 2 millions d'euros cette année. Le top serait de vraiment craquer le truc côté outbound. Donc voilà, je croise les doigts. Et d'ailleurs, si tu souhaites toi aussi lancer un chantier outbound pour ta boîte, je t'invite à regarder ma dernière masterclass qui est juste là. Mon objectif, c'est de te permettre justement d'atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec ce canal. C'est ambitieux, mais si tu suis bien mes conseils, tu pourras sûrement y arriver. Je te laisse me dire ce que t'en as pensé. Ciao! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!